Bienvenue sur Simo University Podcast, là où la science améliore vos décisions et vous guide vers la liberté financière. Je suis Landry Simo, professeur de finance au Royaume-Uni, expert en sciences de la décision et en neuroéconomie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche chaque individu, chaque famille, chaque communauté, mais dont peu de gens parlent ou osent parler avec autant de franchise et de perspicacité, de lucidité. La science du piège de l'éducation. Pourquoi l'école vous apprend à échouer dans la vie? Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris à l'école, tout ce en quoi vous avez cru, tout ce que vous avez travaillé si dur pour atteindre, pourrait en fait être le plus grand obstacle à votre réussite. Et si je vous disais que le système éducatif, censé vous préparer à affronter le monde, est en réalité conçu pour vous maintenir dans une boucle de conformité, une boucle de médiocrité. Que l'école, au lieu de vous élever, vous programme pour échouer. Je sais que venant de la part d'un professeur, ceci va paraître, sinon choquant, tout au moins étonnant. Mais croyez-moi, cet épisode du podcast va bouleverser vos certitudes, vous ouvrir les yeux sur des vérités cachées et vous donner des clés neuroscientifiques pour déprogrammer cet échec et reprogrammer votre succès. Nous allons explorer comment le système éducatif actuel, en se concentrant sur la mémorisation, autant pour moi, plutôt que sur la compréhension, en favorisant la conformité plutôt que la créativité et en négligeant les compétences émotionnelles essentielles, vous prépare davantage à suivre qu'à diriger, vous prépare à obéir qu'à innover. Saviez-vous que les compétences les plus cruciales pour réussir dans la vie, donc la pensée critique, la créativité, l'intelligence émotionnelle, sont les moins développées par notre système éducatif traditionnel? Et que dire de l'impact psychologique des échecs scolaires répétés sur votre estime de soi et votre motivation? Nous allons décortiquer cela à travers le prisme des neurosciences et donc des sciences de la décision. Mais ne vous inquiétez pas, cet épisode n'est pas seulement une critique acerbe, n'est-ce pas, du système éducatif, il est une source d'espoir et de solutions. Je vais vous montrer comment vous pouvez, grâce aux dernières découvertes en neurosciences, reprogrammer votre cerveau pour surmonter ces obstacles et donc transformer chaque échec en opportunité. Vous apprendrez des techniques pratiques pour développer votre pensée critique, pour renforcer votre intelligence émotionnelle et libérer votre créativité. Nous parlerons des approches innovantes qui peuvent transformer votre vision de l'éducation et je vous donnerai les outils pour réussir dans la vie réelle. Et comme toujours, nous appuierons sur des études scientifiques rigoureuses et des exemples concrets pour illustrer chacun de mes propos. Alors, préparez-vous à une révolution mentale, car ce que vous allez découvrir dans cet épisode pourrait bien changer à jamais votre manière de voir l'éducation et votre manière de voir votre avenir et même l'avenir de vos enfants, de vos futurs enfants, si tant est que vous en ayez ou envisagiez d'en avoir. Dans la première partie de cet épisode, je vous donnerai les raisons fondamentales pour lesquelles l'éducation est un catalyseur d'échecs. Et dans la deuxième partie, comme à l'accoutumée, vous aurez des techniques et des astuces basées sur les dernières avancées en sciences de la décision, en neurosciences et en psychologie. Donc restez avec moi jusqu'à la fin, car les secrets que je vais vous dévoiler pourraient être la clé de votre liberté financière et de votre épanouissement personnel, et donc celui de vos proches. Car je vous invite à ne point garder tout ce que vous allez apprendre dans cet épisode pour vous. Rejoignez-moi dans ma mission ultime d'améliorer des vies et débloquer des destins. Donc sans plus attendre, c'est parti pour une exploration fascinante de la science du piège de l'éducation. Donc commençons par parler du système éducatif traditionnel. Pour bien comprendre les problèmes posés par notre système éducatif, il est crucial de remonter aux origines de ce système et d'explorer ses objectifs initiaux. Donc, l'éducation moderne, telle que nous la connaissons, a été largement façonnée au XIXe siècle, pendant la révolution industrielle. Donc, à cette époque, l'objectif principal de l'éducation était de préparer les jeunes à entrer dans la main-d'œuvre, donc la main-d'œuvre industrielle. Donc, cela signifiait former des travailleurs capables de suivre des instructions, d'exécuter des tâches répétitives et de respecter une hiérarchie stricte. En d'autres termes,
L'éducation visait principalement la conformité et donc la standardisation. Mais pourquoi est-ce problématique aujourd'hui? Eh bien, le monde a radicalement changé depuis le 19e siècle. Et c'est une lapalissade que de le dire. Nous sommes passés d'une économie industrielle à une économie de l'information et de l'innovation, où la pensée critique, la créativité et la capacité d'adaptation sont des compétences essentielles. Cependant, le système éducatif n'a pas évolué au même rythme. Il continue de privilégier la mémorisation, la conformité, au détriment des compétences nécessaires pour réussir dans le monde moderne. Prenons l'exemple de Jean, un étudiant brillant en mathématiques. Dès son plus jeune âge, Jean excelle dans les examens qui évaluent sa capacité à mémoriser et à répéter des formules mathématiques. Il obtient des notes exceptionnelles et est souvent loué, encensé par ses enseignants. Cependant, lorsqu'il entre à l'université, Jean se retrouve confronté à des problèmes complexes qui nécessitent une réflexion critique et une application pratique des concepts mathématiques. Il réalise alors que, bien qu'il ait mémorisé de nombreuses formules, il a du mal à les appliquer dans des situations réelles. Donc Jean commence à douter de ses capacités, ce qui affecte sa confiance en lui et donc sa motivation. Ce problème de décalage entre la mémorisation et la compréhension profonde n'est pas unique à Jean. Il est enraciné dans le système éducatif lui-même. Les examens standardisés et les méthodes d'évaluation traditionnelles mettent l'accent sur la capacité des élèves à mémoriser des informations et donc à les regurgiter lors des examens. Cela active principalement les circuits neuronaux associés à la mémoire à court terme. Donc en revanche, la compréhension profonde engage des réseaux neuronaux plus complexes et durables, favorisant une rétention et une application à long terme des connaissances acquises. Un autre aspect problématique du système éducatif traditionnel est son approche uniforme de l'enseignement. Les élèves sont souvent traités comme des entités homogènes, avec peu de considération pour leurs talents individuels, pour leurs intérêts, pour leur style d'apprentissage unique, ce que j'appelle l'idiosyncrasie. Donc, cette approche peut être particulièrement, préjudiciable pour les élèves dotés de talents créatifs ou de compétences atypiques, qui peuvent se sentir marginalisés ou sous-évalués. Donc, si on prend l'exemple de Marie, une jeune fille passionnée par l'art et la musique. À l'école, Marie est constamment réprimandée pour son manque d'intérêt pour les matières académiques traditionnelles. Ses talents artistiques ne sont ni reconnus ni encouragés. En conséquence, Marie développe une faible estime de soi et commence à croire qu'elle n'a pas de valeur dans le système éducatif. Ce n'est que lorsqu'elle quitte l'école et trouve un mentor dans le domaine artistique que Marie réalise son plein potentiel et commence à s'épanouir. L'histoire de Marie illustre comment le système éducatif peut étouffer les talents uniques, et décourager l'innovation. Les neurosciences montrent que l'apprentissage basé sur la compréhension et l'application pratique active des systèmes neuronaux ou des réseaux neuronaux plus larges et plus complexes, ce qui favorise une meilleure rétention des informations et donc une capacité accrue à appliquer les connaissances dans des contextes variés. En revanche, la mémorisation par cœur engage principalement des circuits neuronaux à court terme, ce qui explique pourquoi de nombreux étudiants oublient rapidement ce qu'ils ont appris après les examens. En outre, le système éducatif actuel ne prépare pas adéquatement les étudiants à faire face aux défis du monde, le monde moderne, dont les compétences en pensée critique, en résolution de problèmes, en intelligence émotionnelle sont souvent négligées au profit de l'apprentissage par cœur. Or, ces compétences-là sont essentielles pour naviguer dans un monde en constante évolution et pour réussir dans des environnements professionnels complexes et de plus en plus diversifiés. Donc, parlons brièvement de la pensée critique et donc de la résolution de problèmes complexes. Donc, la pensée critique et donc la résolution de problèmes sont des compétences essentielles qui permettent aux individus de naviguer dans des situations complexes, de prendre des décisions éclairées et donc d'innover. Pourtant, notre système éducatif ne les développe pas suffisamment, du moins par mon goût. Imaginez Claire, une étudiante brillante qui réussit toujours ses examens en mémorisant les cours. Elle obtient son diplôme avec mention et décroche rapidement un poste dans une grande entreprise. Cependant, lorsqu'elle se retrouve confrontée à des situations ou à des problèmes complexes au travail, elle se sent perdue.
Claire réalise qu'elle n'a jamais appris à penser de manière critique ou à résoudre des problèmes de manière créative. Cette lacune la handicape dans son évolution professionnelle. Donc, la littérature montre que la pensée critique et la résolution de problèmes activent le cortex préfrontal, donc une région du cerveau associée à la prise de décision. Donc, je l'appelle le directeur général du cerveau. Elle est associée également à la planification et à la réflexion analytique. Donc, lorsque les étudiants sont simplement entraînés à mémoriser des informations, donc cette région du cerveau est sous-utilisée. En revanche, lorsqu'ils sont encouragés à réfléchir de manière critique et à résoudre des problèmes complexes, donc leurs capacités cognitives sont renforcées. Maintenant, parlons de l'intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle est la capacité de comprendre et de gérer ses propres émotions, ainsi que de reconnaître et d'influencer les émotions des autres. Elle est cruciale pour le succès dans la vie personnelle et professionnelle. Donc, pourtant, elle est largement négligée dans notre système éducatif. Donc, si on prend l'exemple de Marc, un jeune diplômé qui excelle dans les compétences techniques, mais qui a du mal à collaborer avec des collègues, ils se sont souvent stressés et incapables de gérer des conflits au travail. Donc, Marc réalise qu'il manque d'intelligence émotionnelle, ce qui limite sa capacité à s'épanouir dans son environnement professionnel. Les recherches montrent que l'intelligence émotionnelle est liée à l'activité de l'amygdale et du cortex préfrontal ventromédial. Donc, ces régions du cerveau jouent un rôle clé dans la régulation des émotions et la prise de décisions basée sur des interactions sociales. Donc, en développant l'intelligence émotionnelle, les individus peuvent améliorer leur résilience, leur empathie et leur capacité à gérer le stress. Donc, parlons brièvement de la créativité et donc de l'innovation. La créativité et l'innovation sont également essentielles pour innover et résoudre des problèmes de manière originale. Cependant, le système éducatif tend à réprimer la créativité en favorisant la conformité et l'apprentissage par cœur. Imaginez le cas de Sophie, une élève créative qui aime inventer les histoires et dessiner. À l'école, ses talents ne sont pas valorisés et elle est encouragée à se concentrer sur les matières académiques traditionnelles. En conséquence, Sophie perd confiance en sa créativité et commence à douter de ses capacités. Les neurosciences montrent que la créativité est associée à l'activation de plusieurs régions du cerveau, y compris le cortex préfrontal, le cortex pariétal et le réseau de mode par défaut. Donc, ces régions sont impliquées dans la pensée divergente, la capacité à générer de nouvelles idées et à voir les problèmes sous différents angles. En encourageant la créativité, nous pouvons, aider les individus à développer des compétences innovantes et à résoudre des problèmes de manière originale. Dans les années 1960, la NASA entreprit une étude fascinante visant à comprendre et exploiter la nature de la créativité, ce qui mena à l'une des études ou l'une des découvertes les plus révélatrices sur le déclin du génie créatif chez les enfants en grandissant. Dirigée par le docteur George Land et Beth Jarman, l'étude fut initialement conçue pour évaluer la créativité des ingénieurs et scientifiques potentiels de la NASA. Toutefois, Land et Jarman furent tellement intrigués par les résultats qu'ils décidèrent de tester un groupe de 1600 enfants âgés de 3 à 5 ans pour voir comment leur créativité évoluerait au fil du temps. Les résultats initiaux furent étonnants. 98% des jeunes enfants testés furent classés comme des génies créatifs. Cependant, lorsque ces mêmes enfants furent testés à l'âge de 10 ans, le pourcentage de ceux considérés comme étant des génies créatifs chuta à 30%. Pire encore, à l'âge de 15 ans, seulement 12% d'enfants maintenaient ce niveau de créativité. Enfin, parmi les adultes testés, seulement 2% continuaient d'afficher un taux de créativité qualifié de génie créatif. Donc on part de 98% de génie créatif à 2% à l'âge adulte. Donc, cette diminution dramatique de la créativité en grandissant souleva des questions importantes sur l'impact de l'éducation traditionnelle. Donc, le docteur Land, celui qui dirigeait principalement l'étude, selon lui, le système éducatif joue un rôle significatif dans ce déclin de créativité. Les écoles, avec leur insistance sur la pensée convergente, jugement, évaluation, au détriment de la pensée divergente qui implique créativité et idées nouvelles, tendent à étouffer la capacité créative innée des enfants.
En forçant les enfants à utiliser simultanément ces deux types de pensées qui sont en conflit, le système éducatif crée une situation où la créativité est souvent réprimée. Donc, Land expliqua que ce phénomène est en partie dû à l'industrialisation massive et donc à l'évolution de l'éducation pour former des travailleurs efficaces pour les usines. De l'accent mis sur la recherche de la bonne réponse au détriment de l'exploration de multiples solutions possibles conduit à une réduction de la capacité à penser de manière créative. Cette approche linéaire et structurée de l'apprentissage favorise une pensée critique immédiate de chaque nouvelle idée, ce qui, selon Land, diminue la puissance cognitive et la créativité du cerveau. Donc, il faut également que nous mentionnons qu'il existe l'espoir pour raviver cette créativité perdue. Donc, Land souligne que la capacité créative ne disparaît pas complètement. Elle reste latente et peut être réactivée par des pratiques spécifiques, en réduisant le jugement, la critique et la censure, et en encourageant une pensée plus divergente et imaginative. Il est possible de redécouvrir et de cultiver le génie créatif de l'enfance. Des exercices pratiques tels que la stimulation par des environnements créatifs et l'encouragement à rêver et à explorer sans peur de l'échec sont des moyens efficaces pour y parvenir. Dans l'étude de George Land, souvent présentée dans des conférences TED, demeure un appel pressant à une réforme éducative qui privilégie la créativité. Elle met en lumière la nécessité de réviser les structures éducatives pour favoriser un environnement où la pensée divergente peut s'épanouir. Si l'on veut préparer les générations futures à innover et à s'adapter à un monde en constante évolution, il est à mon sens impératif de réintégrer la créativité dans les curriculums éducatifs dès le plus jeune âge. Donc, la recherche du Dr Land montre non plus vouloir que la suppression de la créativité n'est pas une fatalité. En adoptant des méthodes pédagogiques qui valorisent l'originalité de la pensée critique libre, il est possible non seulement de, préserver, mais aussi de développer la créativité naturelle que possèdent les jeunes enfants. Donc ce travail-là de George Land continue en réalité d'inspirer des éducateurs et des parents à travers le monde, les incitant à trouver et à nourrir le génie créatif qui sommeille en chaque enfant, en chacun de nous. Ainsi, ce que cette étude nous enseigne, c'est que la clé pour maintenir et développer la créativité réside dans la manière dont nous structurons nos éducations ou notre éducation et valorisons les capacités naturelles des enfants à imaginer et à innover. Donc cela exige un changement de paradigme, passant d'un modèle éducatif rigide et évaluatif à un modèle plus flexible et plus exploratoire, où chaque idée, même la plus farfelue, a sa place et son importance dans le processus d'apprentissage. Donc parlons maintenant du focus de l'éducation traditionnelle sur la mémorisation au détriment de la compréhension. Les méthodes d'évaluation traditionnelles telles que les examens à choix multiples et les tests de mémorisation favorisent la mémorisation pure plutôt que la compréhension profonde. Cela peut limiter la capacité des élèves à appliquer des connaissances dans des contextes réels et variés. Donc imaginons un étudiant qui a passé des heures à mémoriser des dates historiques pour un examen. Il réussit l'examen avec brio. Mais lorsqu'il doit expliquer l'importance de ces événements dans un contexte plus large, il est incapable de le faire. Donc, l'étudiant réalise que, bien qu'il ait mémorisé de nombreuses informations, il n'a pas développé une compréhension profonde des sujets étudiés. La littérature montre que la mémorisation active principalement les circuits neuronaux à court terme, tandis que la compréhension profonde et réelle et effective engage des réseaux neuronaux plus larges et plus durables. Donc, en favorisant l'apprentissage par compréhension, nous pouvons améliorer la rétention des informations et la capacité à appliquer les connaissances de manière flexible. Donc parlons maintenant de l'impact de l'échec scolaire sur, la motivation et l'estime de soi. L'échec scolaire peut avoir un impact profond sur l'estime de soi, j'entends, et donc la motivation des élèves. Donc, la littérature est claire. L'échec répété peut activer l'amygdale, donc la région du cerveau associée à la peur et au stress.
Cela peut entraîner une diminution de la confiance en soi et donc de la motivation. Imaginez Paul, un élève qui a toujours eu du mal avec les mathématiques. Chaque année, il échoue aux examens de mathématiques et reçoit des commentaires négatifs de ses enseignants. Donc, chaque échec renforce son sentiment d'incompétence et de frustration. Il commence à éviter les cours de mathématiques et perd progressivement confiance en ses capacités académiques en général. Donc, cet impact sur son estime de soi se répercute dans d'autres domaines de sa vie, limitant son potentiel global. Donc, la littérature sur ce sujet montre que l'échec répété peut activer l'amygdale, comme je l'ai dit, donc une région du cerveau associée à la peur et au stress. Donc, cela crée une réponse de lutte ou de fuite. Donc, cette activation chronique peut, on va dire, entraîner une diminution de la confiance en soi et de la motivation, créant un cercle vicieux où l'élève évite les défis pour éviter de ressentir la douleur de l'échec. Cependant, il est important de comprendre que l'échec peut être une expérience d'apprentissage extrêmement précieuse. Donc, comme le disait fort à propos Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. En effet, l'échec peut renforcer la résilience et la capacité à persévérer face aux obstacles, ce qui est une qualité éminemment importante dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, pour le dire autrement, la seule manière de réussir dans la vie, c'est de ne point du tout perdre votre enthousiasme à chaque fois que vous faites face à une expérience d'apprentissage. Comme vous pouvez le constater, ma formulation exclut expressément le mot échec. Ce mot qui est associé à des émotions négatives. Donc, considérer la non-atteinte d'un objectif comme un échec est en réalité la manière la plus efficace de ne jamais réussir. Car votre cerveau, friand comme il est de sensations positives, fera tout son possible pour empêcher de répéter une expérience qui lui a apporté de la douleur, du déplaisir, de l'insatisfaction par le passé. Dans le mot échec, un petit assemblage de 5 lettres aux apparences innocentes, est à lui seul un prophète autoréalisateur. Il fait partie des mots que j'appelle urgemment à faire sortir du dictionnaire. Les sages de l'Académie française auront indubitablement du mal à considérer cette demande, qui me paraît essentielle et scientifiquement ancrée. Donc, je ne pense pas qu'on puisse leur faire confiance pour nous aider à réaliser cette révolution. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons faire confiance aux sages de vos académies intellectuelles respectives, c'est-à-dire votre cerveau. Vous devez résolument et en toute conscience retirer ce mot de votre vocabulaire. Pour en démontrer la nécessité, saviez-vous que les émotions ne sont pas universelles? Vous m'avez bien entendu. Il y a des émotions qui ne sont ressenties que dans certaines parties du monde, car nous ne naissons pas avec nos émotions, mais nous les créons nous-mêmes. Les personnes qui nous entourent créent nos émotions. La société dans laquelle nous vivons façonne nos émotions. La théorie de l'universalité des émotions a été battue en brèche avec beaucoup de rigueur. Vous ne ressentez une émotion que si vous avez conscience de son existence. N'est-ce pas magique ça? Ceci vous dit que si vous n'aviez pas connaissance du mot anxiété, vous ne seriez vraisemblablement jamais anxieux. La notion que les émotions sont construites par le cerveau est soutenue par des travaux scientifiques tels que ceux de Lisa Feldman Barrett. Donc, pour emprunter à Lisa Feldman, qui est l'une des expertes les plus renommées au monde en matière d'émotions, elle a écrit un livre best-seller, How Emotions Are Made, The Secret Life of the Brain. Donc, elle confirme dans ce livre que les émotions ne sont pas des réponses biologiques universelles, mais des constructions basées sur des expériences passées et des contextes culturels. Donc, cela signifie que si nous éliminons certains mots de notre vocabulaire, si nous éliminons certains paramètres de notre environnement, j'en perds mon latin, de notre environnement social, nous pouvons, et étonnamment, éliminer les émotions négatives associées à ces mots. Donc, prenons un exemple pratique. Imaginez un élève qui échoue un examen. Dans notre société actuelle, cet élève ou cet échec est souvent associé à des sentiments de honte, de frustration, de dévalorisation. Mais que se passerait-il si nous changions notre perspective et notre vocabulaire? Au lieu de dire « j'ai échoué »,
L'élève pourrait dire « j'ai obtenu un succès différé » ou alors « j'ai besoin d'un effort supplémentaire ». En changeant les mots, nous changeons la perception de l'événement et donc l'émotion ressentie. Donc, la littérature montre que les mots que nous utilisons influencent fortement notre perception du monde et donc notre état émotionnel. Une étude menée par Claudia Haas et ses collègues a démontré que les personnes âgées qui utilisaient des termes positifs pour décrire leur processus ou leur expérience de vieillissement avaient une meilleure santé mentale et physique que celles qui utilisaient des termes négatifs. Donc, cela montre l'impact profond du langage sur notre bien-être. Donc, pour illustrer ce point davantage, je voudrais partager une expérience personnelle dont j'ai failli être victime moi-même de ce piège. C'est après avoir côtoyé quelqu'un de très anxieux que j'ai, comme par extraordinaire, commencé à ressentir de l'anxiété. N'eût été le fait que je suis tous les jours plongé dans l'analyse du fonctionnement du cerveau humain, je serais vraisemblablement resté dans ce piège. Mais en comprenant que l'anxiété était une construction de mon esprit, influencée par mon environnement, mais j'ai pu, mutati mutandis, reprendre le contrôle et éliminer cette émotion négative en changeant simplement mon vocabulaire et ma perspective et tout ce qui va avec. Donc, supprimez ces mots de votre vocabulaire. Donc, par exemple, au lieu de dire j'ai échoué, dites j'ai réussi partiellement. Ou je dois fournir un effort supplémentaire. Au lieu de dire je suis anxieux, dites je suis vigilant. Je suis préparé. Donc, ces changements linguistiques peuvent sembler minimes, mais ils ont un impact énorme sur votre état d'esprit et votre bien-être émotionnel. Donc, en conclusion de cette digression, puisque je n'avais pas prévu de faire cette parenthèse sur les émotions, du moins pendant cet épisode, les mots que nous utilisons sont puissants. Ils façonnent nos émotions, influencent notre perception du monde, et déterminent notre bien-être général. Donc, en éliminant les mots négatifs comme échec de notre vocabulaire et en les remplaçant par des termes plus positifs et constructifs, nous pouvons reprogrammer notre cerveau pour voir les obstacles non pas comme des échecs, mais comme des opportunités de croissance et de succès différés. Adoptons cette révolution linguistique et neuroscientifique pour améliorer notre vie quotidienne et ainsi accroître les chances d'obtenir ou plutôt d'atteindre notre plein potentiel. Donc maintenant, nous avons exploré les problèmes inhérents au système éducatif traditionnel. Chose promise, chose due, donc passons aux solutions. Donc, les techniques que je vais vous donner dans cette partie sont basées sur les recherches de pointe en neurosciences, en psychologie et en sciences de la décision. Elles vous aideront à reprogrammer votre cerveau pour surmonter les obstacles, maximiser votre potentiel et transformer chaque échec, donc chaque succès différé, en une opportunité de succès encore plus grande. L'échec est souvent perçu comme une fin en soi, mais en réalité, c'est une étape essentielle dans le processus d'apprentissage. La littérature en neurosciences a montré que l'échec active les zones spécifiques du cerveau associées à l'apprentissage et à l'adaptation. Donc, pour transformer votre perception de l'échec, commencez par voir chaque revers comme une opportunité d'apprentissage. Quand vous échouez, votre cerveau réagit en activant le système de récompense dopaminergique, ce qui renforce les connexions neuronales associées à l'apprentissage de nouvelles compétences. Et pour ce faire, je vous propose une technique que j'appelle le journal de l'échec. Chaque soir, notez 3 échecs, 3 succès différés que vous avez rencontrés pendant la journée. Pour chacun d'eux, écrivez ce que vous avez appris et comment vous pouvez vous améliorer. Révisez ces entrées-là régulièrement pour voir vos progrès et vos transformations. Imaginez un entrepreneur qui échoue à obtenir un financement. En utilisant le journal de l'échec, il identifie les lacunes de son pitch, les compétences qu'il doit améliorer et planifie comment aborder son prochain pitch différemment. Donc, la résilience est la capacité à rebondir après un échec. Donc, les recherches montrent que la résilience peut être renforcée par des techniques spécifiques. L'une des techniques, n'est-ce pas, est celle que j'appelle la visualisation positive. Donc, chaque matin, passez 5 minutes à visualiser une situation difficile que vous avez surmontée avec succès. Concentrez-vous sur les émotions positives ressenties après avoir surmonté cette difficulté. Par exemple, un étudiant visualise sa réussite après avoir, manqué un examen. En se voyant réussir, il renforce sa confiance et sa motivation pour les futurs examens.
Donc, il est nécessaire de développer la pensée critique parce que cela est crucial pour évaluer les informations de manière objective et prendre des décisions éclairées. Dans les neurosciences, on prouvé que la pensée critique active le cortex préfrontal, donc la zone du cerveau associée à la prise de décision et donc au contrôle exécutif. Donc pour ce faire, il faut utiliser la technique du questionnement socratique. Identifier une croyance, ou plutôt une hypothèse que vous avez. Posez des questions. Posez-vous des questions profondes et pertinentes pour explorer cette croyance. Par exemple, un manager remet en question sa croyance selon laquelle les réunions sont toujours productives. En se posant des questions, il découvre des méthodes alternatives pour améliorer la productivité de son équipe. Donc, on peut bien démontrer à travers la littérature que la résolution de problèmes peut être améliorée par des techniques spécifiques qui stimulent le cerveau. La méthode des 6 chapeaux, des doigts Bono, est une technique pratique pour améliorer la résolution de problèmes. Donc, concentrez-vous sur les données et les faits avec le chapeau blanc. Exprimez vos émotions et vos intuitions avec le chapeau rouge. Identifiez les risques et les problèmes avec le chapeau noir. Explorez les bénéfices et les opportunités avec le chapeau jaune. Stimulez la créativité avec le chapeau vert. Et enfin, coordonner et gérer le processus avec le chapeau bleu. Une autre technique est l'exercice du mind mapping, donc une carte mentale. Donc cet outil visuel aide à organiser la pensée et les informations de manière non linéaire, favorisant ainsi la compréhension plus holistique et créative des problèmes. Donc, commencez par écrire le problème ou le sujet principal au centre d'une feuille de papier. Ajoutez des branches, pour chaque idée ou aspect connexe, puis développer chaque branche avec des sous-idées. Cela permet de visualiser les relations entre les différentes parties d'un problème, de générer de nouvelles solutions, ce qui, au final, vous aide à atteindre les meilleurs objectifs. Donc, la gestion de l'intelligence émotionnelle est également cruciale. La littérature a montré que notre capacité à gérer nos émotions a un impact direct sur notre performance et notre bien-être. La méditation de pleine conscience est une technique puissante pour améliorer l'intelligence émotionnelle. Donc chaque jour, prenez quelques minutes pour vous concentrer sur votre respiration et observer vos pensées et vos émotions sans jugement. Cela aide à développer une meilleure conscience de soi et donc à gérer les émotions de manière plus efficace. Donc, pour favoriser la créativité, donc l'innovation, il est essentiel de créer un environnement qui encourage l'expérimentation et la prise de risque. La littérature montre que la créativité est souvent étouffée par la peur de l'échec et le désir de conformité. Donc, encourager la prise de risque en valorisant les erreurs comme des opportunités d'apprentissage, comme des processus de détection des failles. Donc, créer un espace où les idées peuvent être partagées librement sans crainte de jugement. Une technique pratique est le brainstorming divergent, où les participants sont encouragés à générer le plus grand nombre d'idées possibles, sans critiquer, sans évaluer celles-ci. Donc, cela permet de libérer la créativité et de découvrir des solutions innovantes. Maintenant, parlons de neuroplasticité, la capacité du cerveau à se remodeler et à se réorganiser en réponse à l'expérience. Donc, cela joue un rôle clé dans l'apprentissage et la croissance personnelle. Donc, pour tirer parti de la neuroplasticité, il est important de maintenir une attitude d'apprentissage continu et de chercher activement de nouvelles expériences. J'en perds mon latin. Donc, apprenez de nouvelles compétences, explorez de nouveaux domaines et exposez-vous à des perspectives différentes. Par exemple, apprenez une nouvelle langue, suivez un cours en ligne, participez à des activités culturelles, suivez un podcast sur un sujet qui vous est complètement nouveau, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas familiers avec les thèmes que j'aborde. Ces expériences stimulent le cerveau, renforcent les connexions neuronales et favorisent l'innovation. Donc, les pauses entre les sessions d'apprentissage sont également cruciales pour la consolidation de la mémoire sur les connaissances acquises. La neuroscience montre que le cerveau continue de traiter et de renforcer les informations apprises pendant les périodes de repos. Après une session d'apprentissage intense, prenez une petite pause, 10-15 minutes, pour permettre à votre cerveau de consolider les nouvelles informations, les nouvelles connaissances et donc de les digérer. Pendant cette pause, évitez les activités stimulantes et privilégiez les activités de relaxation comme la marche, la méditation ou l'écoute de musique douce.
Le sommeil joue également un rôle vital dans la consolidation de la mémoire et l'apprentissage. Assurez-vous de dormir suffisamment chaque nuit pour permettre à votre cerveau de traiter et de stocker les informations apprises pendant la journée. Il a été démontré que le sommeil profond est particulièrement important pour la consolidation de la mémoire déclarative, tandis que le sommeil paradoxal, le sommeil REM, est crucial pour la consolidation de la mémoire procédurale et donc la créativité. Adopter une routine de sommeil régulière et créer un environnement propice au sommeil en limitant l'exposition à la lumière bleue avant le coucher. On ne le dira jamais assez. Il est également important de maintenir une température agréable dans la chambre et d'utiliser des techniques de relaxation pour favoriser l'endormissement. Donc, pour maximiser l'apprentissage et la rétention des connaissances, il est également important de varier les méthodes d'apprentissage. Il est prouvé que l'utilisation de différentes modalités d'apprentissage telles que la lecture, l'écoute, l'écriture, l'expérimentation pratique active différentes zones du cerveau et renforce les connexions neuronales. Donc, par exemple, si vous apprenez une nouvelle compétence, combinez la lecture de manuels, l'écoute de podcasts, la prise de notes et la pratique active pour améliorer la rétention et la compréhension. Donc, la répétition espacée est une autre technique efficace pour renforcer la mémoire et l'apprentissage. Il est prouvé, il est démontré que revoir les informations à intervalles réguliers permet de consolider les connaissances à long terme. C'est pour cela que je suis d'avis que lorsque vous lisez un livre pour la deuxième fois, vous n'allez absolument rien y trouver de nouveau qui n'était déjà la première fois. Mais en revanche, en le lisant pour la deuxième fois, vous trouverez en vous-même quelque chose qui n'y était pas la première fois. Donc, il est à mon avis, central d'avoir connaissance de ces aspects-là et donc d'être en mesure de les mettre en pratique. Donc, il est également important d'utiliser des applications de flashcards ou des techniques de révision, n'est-ce pas, planifiées pour revoir les informations à des intervalles croissants. Donc, par exemple, après avoir appris une nouvelle information, révisez-la après un jour, puis après une semaine, puis après un mois. Cette technique aide à transférer les informations de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Également, l'apprentissage actif, qui implique de s'engager activement dans le processus d'apprentissage plutôt que de simplement recevoir passivement les informations, est également crucial pour maximiser l'apprentissage. Donc, cette technique-là, je l'applique dans ce podcast. Je vous invite activement à partager vos expériences, à poser des questions. Je m'engage à lire le maximum de commentaires possibles, répondre au maximum de questions possibles, parce que ceci contribue également, n'est-ce pas, au processus de consolidation dans vos cerveaux, toutes les connaissances, n'est-ce pas, que vous avez emmagasinées. Ceci est également crucial pour maximiser votre apprentissage. Donc, il a été démontré que l'apprentissage actif active des zones spécifiques du cerveau, associées à la compréhension et à la rétention des connaissances. Donc, participer à des discussions, poser des questions, enseigner ce que vous avez appris à quelqu'un d'autre et appliquer les connaissances dans des contextes pratiques pour renforcer votre apprentissage et vérifier justement votre compréhension. Enfin, il est important de cultiver une mentalité de croissance. La croyance que votre capacité ou vos capacités et votre intelligence peuvent être développées par l'effort et l'apprentissage. Il est démontré que la mentalité de croissance active les zones du cerveau associées à la motivation et à la résilience. Adopter une attitude positive envers l'apprentissage, voyez les défis comme des opportunités de croissance et persévérer face aux obstacles. Par exemple, au lieu de dire « je ne suis pas bon en mathématiques », dites-vous « je peux m'améliorer en mathématiques avec la pratique et l'effort ». Ce qui veut dire « je ne suis pas bon en mathématiques pour le moment ». Cette mentalité favorise l'apprentissage, la motivation et le succès à long terme. En somme, pour sortir du piège de l'éducation traditionnelle et maximiser votre potentiel, il est essentiel de redéfinir votre perception de l'échec, de cultiver la pensée critique, de développer l'intelligence émotionnelle, de favoriser la créativité et de tirer parti de la neuroplasticité, de varier les méthodes d'apprentissage, de pratiquer la répétition espacée et l'apprentissage actif, et donc d'adopter une mentalité de croissance.
Ces techniques, toutes basées sur des recherches de pointe en neurosciences, en psychologie, vous aideront à reprogrammer votre cerveau pour surmonter les obstacles, maximiser votre potentiel et transformer chaque échec, chaque succès différé en opportunité de succès, en atémoiement de réussite. Ne dites plus échec, mais succès différé. Utilisez ces outils pour vous développer, innover et atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Et n'oubliez pas, aussi longtemps que vous êtes en vie, vous êtes à la meilleure des écoles qui soient, c'est-à-dire la vie. L'apprentissage est un voyage continu. Donc, chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre, de grandir, de s'améliorer. En adoptant des techniques et en intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez littéralement changer ou transformer votre manière d'apprendre et de réussir. La clé du succès réside dans votre capacité à vous adapter, à innover et donc à persévérer. Avec les bonnes stratégies et une mentalité de croissance, vous pouvez surmonter les défis, atteindre vos objectifs et réaliser votre plein potentiel. Donc, continuez à apprendre, à explorer et à vous développer et vous découvrirez que le véritable pouvoir réside en vous-même. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains épisodes, posez des questions, partagez vos avis. Et sur ce, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre curiosité scientifique et vivement que la science sublime vos décisions.